Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre dans la discussion tout au long de la visio. Alors, ouais, super. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux pour cette visio sur les débouchés en prépa après la spécialité SES. Donc, je suis Amandine Ollion, membre de l'association des professeurs de SES, coprésidente. Et aujourd'hui, on va avoir deux intervenantes qui vont vous présenter, surtout à destination des élèves. Je vois qu'il y a pas mal d'élèves de première et surtout de terminale qui sont connectés. C'est une très bonne nouvelle. Donc deux collègues qui enseignent en classe prépa et qui vont nous présenter justement les débouchés en visio. La première, je vais vous laisser un peu vous présenter, mais c'est Stéphanie Fraisse d'Olympio qui enseigne en classe prépa BL et qui va vous présenter les prépas AL, BL et ECG, donc plutôt des parcours commerce. Et ensuite, Hélène Millaret, professeure de chaire supérieure en économie-gestion, qui enseigne dans des classes prépa aux grandes écoles D1, D2, au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, et qui vous présentera ces classes prépa un petit peu particulières. Je pense n'hésitez pas au cours des conversations à peut-être noter des questions dans la discussion publique. Je les reprendrai ensuite pour les poser aux intervenantes, comme elles n'auront peut-être pas le temps de pouvoir consulter les questions en même temps. Et je vais laisser donc Stéphanie peut-être prendre la parole. Bonjour. Est-ce que je fais apparaître l'image peut-être, Amandine, ou pas? Oui. C'est tout bon comme ça. Je regarde, je teste. Excusez-moi. Voilà. Bon, voilà. Super. Comme je peux a priori utiliser le diaporama en même temps. Bonjour à tous. Donc voilà, j'enseigne effectivement en classe préparatoire BL et aussi en ECG. Et je vais juste peut-être commencer par faire un petit tour d'horizon de ce qu'est une classe préparatoire. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le cursus déjà. Donc je rappelle juste qu'une classe préparatoire aux grandes écoles, et là c'est valable pour toutes celles dont on va parler, c'est 2 années de classe préparatoire en lycée. Et ensuite, les élèves, enfin les étudiants, préparent des concours divers et variés, comme les écoles normales supérieures, les écoles de management, ou retournent sur des cursus universitaires. On va voir un petit peu les débouchés possibles. Et donc pour tous les 6 mois, en fait, les étudiants peuvent décider de repartir vers l'université parce que dès le mois de septembre, ils vont s'inscrire parallèlement à la classe préparatoire dans une université. Et donc, ils vont valider tous les 6 mois, lors des conseils de classe, ce qu'on appelle les ECTS. Ce sont des équivalences universitaires qui leur permettent à tout moment de décider finalement s'ils rejoignent ou pas un cursus universitaire. Je rappelle par ailleurs que c'est un cursus gratuit. Bon, il y a aussi des classes préparatoires privées, mais c'est un cursus gratuit. Et les élèves ont un statut d'étudiant même s'ils sont en lycée. Voilà, ça c'est important. Ils sont aussi traités comme des étudiants et autonomes aussi dans la gestion de leurs absences. Voilà pour ce petit panorama général. Alors, je voulais insister sur une chose importante ces dernières années. Je vais enlever ce lien. Donc, les classes préparatoires permettent finalement de rejoindre d'autres cursus universitaires. Je ne sais pas à quel point vous voyez bien le PowerPoint. Mais vous voyez que donc ici, ce sont les 2 années de classe préparatoire. Et ensuite, vous avez donc la possibilité de rejoindre une école qui permettra d'être diplômé en master. Mais également, vous voyez, de trouver des équivalences sur les universitaires et même sur les instituts politiques. Parler, chaque cas pour les prépas BL et AL, de politique, sur lors des détails des débouchés. Alors, un cursus en CPEG, en classe préparatoire, c'est bien sûr de rendre discipline. On retrouve des disciplines distinctes, c'est-à-dire vous faites soit de l'histoire, soit de la géographie, par exemple. Donc vous rentrez vraiment dans le cœur des disciplines. Attendez, je vois que quelqu'un me dit de mettre le diaporama plein écran. Mais je sais. Amandine, c'est possible de votre côté de le...
En fait, les collègues peuvent le faire depuis, enfin, et les élèves peuvent le faire depuis leur écran normalement. Vous pouvez, enfin, tout le monde suit le diaporama avec toi, mais on peut D'accord, le mettre très en bien. plus grand si on le souhaite. Voilà. Mais toi, tu peux Très continuer bien, comme ça. parfait. Bon, excusez-moi. Voilà, donc une formation approfondie, on rentre vraiment dans le cœur des disciplines. Un palier d'orientation, parce que vous allez voir, sont en général des cursus assez généralistes, donc ça permet aussi d'affiner ses goûts lorsqu'on est un peu indécis à l'issue de la terminale. De décider en fait finalement si on veut faire plutôt de l'économie, plutôt de la sociologie, plutôt du droit, Hélène en parlera. Donc c'est aussi une structure pour des élèves qui ne savent pas encore précisément ce qu'ils souhaitent faire. Et donc ça va permettre, on va voir, vu la diversité des débouchés, de travailler son projet pendant 2 ans. Bon, les méthodes de travail, on pourra en reparler. C'est vrai qu'il y a une spécificité propre à la classe préparatoire, c'est l'individualisation lors d'école, ce qui permet de travailler avec ses enseignants, d'être seul à seul, et puis de discuter de méthodologie, de ses points forts, de ses points faibles. Alors, donc c'est aussi finalement un cursus qui permet de développer ses compétences à l'oral. À l'écrit, bien évidemment, les épreuves sont souvent longues, de 4 à 6 heures, selon le parcours. Voilà, donc une école de la rigueur, mais aussi du plaisir, puisqu'on va s'imprégner évidemment de chacune des disciplines. Alors, nous allons aujourd'hui vous parler de 2 grands types de parcours, le parcours économique et le parcours littéraire. Dans les voies économiques, donc nous allons parler d'abord, je vais parler de le CG, puis Hélène parlera de la D1 et de la D2, et on reviendra sur les classes prépa littéraires ensuite. Donc les cursus économiques pour commencer. Alors, il y a une petite complexité dans la structure des ECG depuis la réforme du baccalauréat. Jusqu'ici, en fait, il y avait une voie qui était destinée aux élèves qui avaient fait un baccalauréat ES, et ensuite, donc, une voie pour les élèves qui avaient fait un baccalauréat S. Donc, désormais, il y a en fait 4 parcours possibles. L'ESH, sont en fait des SES. Alors, c'est vrai que le parcours est peut-être un petit peu plus économique. Il y a un petit peu de sociologie et de l'histoire économique. Mais finalement, c'est dans la continuité des SES. Ce sont aussi des enseignants de SES qui enseignent l'ESH. Donc là, il y a 2 grands parcours en SES, mathématiques appliquées et mathématiques approfondies. Alors, je vais vous montrer les blocs horaires. Ils sont importants, quoi qu'il en soit, dans les deux parcours. Mais les mathématiques appliquées sont supposément un petit peu plus moins approfondies de fait que l'autre matière. Il y a de l'informatique aussi. Ce sont d'autres champs disciplinaires qui sont explorés. Et parfois, les élèves arrivent avec maths complémentaires. Donc, voilà, il y a aussi une remise en niveau plus importante sur le parcours mathématiques appliquées. Le parcours mathématiques approfondi est assez proche, finalement, dans son contenu d'une classe préparatoire scientifique. Donc voilà, là, il faut avoir vraiment une appétence pour les mathématiques. Et donc, vous voyez, il y a aussi la possibilité de faire un parcours en histoire-géo. Donc, soit vous choisissez SES, soit vous choisissez histoire-géo. Dans le cursus avec histoire-géo, il reste encore parfois 1 heure d'économie, mais c'est quand même très tourné vers voilà, l'histoire. Alors, je vous montre un petit peu les blocs horaires. Donc, c'est un cursus, encore une fois, très pluridisciplinaire, puisque il y a 3 heures de chaque langue, 6 heures de culture générale, c'est un bloc français, donc littérature et philosophie, sur un thème donné, en fait, qui varie tous les 2 ans, en fait. Et enfin, bien sûr, un bloc donc SES, ESH, qui est de 8 heures. Donc le bloc SES est important, puis ensuite le bloc histoire est de 7 heures. Et ensuite, vous le voyez en mathématiques, donc vous avez des blocs de 9 heures en mathématiques approfondies et un petit peu plus léger en mathématiques appliquées, mais vous voyez, c'est quand même un cursus centré sur les mathématiques et l'économie ou mathématiques et l'histoire. Voilà. Alors, donc les profils, j'en dis un mot aussi, les profils donc adaptés à ce type de classe préparatoire. Donc on peut dire que ce qui est déterminant, c'est d'avoir pris la spécialité mathématique en première. Ensuite, soit l'élève a suivi les mathématiques complémentaires et a gardé notamment les SES
ou la GGSP, mais on prend aussi des élèves qui ont pris d'autres spécialités, hein, des mathématiques physiques, mathématiques HLP. Donc, il y a, bien sûr, hein, avoir fait des SES ou de la GGSP hein, peut aider. Les SES, certainement, parce que c'est vraiment dans la continuité. Mais il y a une remise à niveau hein, qui se fait. Les enseignants ont l'habitude d'avoir dans leur classe des élèves qui n'ont pas fait des SES. Mais c'est un atout indéniable hein, pour le cursus hein, d'avoir cette spécialité. Voilà, donc soit mathématiques complémentaires et deux spécialités, ensuite par exemple littéraire ou sciences humaines, soit la spécialité mathématiques en terminale. Les mathématiques expertes, bon, c'est apprécié, mais c'est un bonus parfois, mais ce n'est pas requis. Alors bien sûr, pour la filière mathématiques approfondie, ça peut donner évidemment une aisance, parce que plus on a des réflexes calculatoires, évidemment, mieux c'est, et plus on fait d'heures de mathématiques, plus on les acquiert. Voilà. Ensuite, les débouchés. Donc évidemment, les prépas ECG ont plutôt pour vocation de mener aux grandes écoles de management. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités que les grandes écoles. Alors après, je vous poserai peut-être des questions sur ces cursus-là. En fait, les grandes écoles de management, les grands noms, vous les connaissez, HEC, ESSEC, ESCP. Il y en a vraiment de tous les niveaux. Donc, en général, pour tout dire, il y a plus de places au concours que d'élèves en classe préparatoire à ce stade. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait en école de management? C'est bien là, c'est très varié. Hein, ça peut aller bien évidemment de l'image qu'on en a, à savoir de la finance, à des parcours autour de l'humanitaire, de la responsabilité sociale des entreprises, mais surtout le pôle entrepreneuriat individuel qui est assez développé. Voilà. Pour les autres débouchés, alors il y a des places à l'ENS de Paris-Saclay. Donc aujourd'hui, en particulier, bien sûr, là sur non, c'est sur les deux parcours, hein, maths appliquées, maths approfondies. Par contre, l'ENSAE recrute plus sur le parcours maths approfondies. Et puis, il est possible d'aller aussi à l'école militaire de Saint-Cyr à l'issue hein, de ces parcours-là. Ensuite, l'université, c'est moins fréquent, mais c'est plus par choix des étudiants. Mais il y a des réorientations en fin de première année hein, de classes préparatoires, en particulier vers les cursus d'économie-gestion, de mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales, vers les cursus de Dauphine qui connaissent bien les élèves de classe préparatoire et vers les IEP, notamment ceux de Saint-Germain-en-Laye, où il est possible de candidater. Il y a une filière réservée aux élèves qui ont fait ECG. Et maintenant l'IEP de Fontainebleau à l'issue des 2 ans. Et là encore, vous pouvez rentrer dans d'autres IEP comme celui d'Aix notamment. Voilà. Bon, là j'ai mis, voilà, juste, peut-être vous ne le voyez pas, mais certaines écoles de management recrutent à 5-6 de moyenne. Donc, en fait, même des élèves qui ont des petits profils en classe préparatoire peuvent intégrer hein, des écoles de management. Et puis ensuite, en école même, valider des doubles cursus. Et donc, je laisse la parole à Hélène. Hélène, j'éteins mon micro. Alors, je démarre le mien, j'espère que ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok. Donc, les classes préparatoires D1 et D2 sont des classes préparatoires un petit peu particulières dans l'univers que l'on connaît généralement des classes préparatoires, parce qu'en fait, nos étudiants sont en double cursus. Ils passent la moitié de leur semaine à l'université et l'autre moitié au lycée. Ça veut dire qu'on a des partenariats qui sont faits avec nos universités de rattachement. Et ces partenariats permettent à nos étudiants d'avoir des emplois du temps qui sont parfaitement combinés pour pouvoir gérer les deux. Nos deux prépas sont sœurs, hein, D1 et D2, ce qui fait que les modes de fonctionnement, même si j'ai fait des diapositives un peu différentes pour la suite, sont relativement similaires. En ce qui concerne D1, les partenariats sont avec des facultés de droit, donc pour la L1 et pour la L2. Et en ce qui concerne D2, ils sont en faculté d'éco-gestion, nos étudiants, en même temps qu'ils sont au lycée pour suivre les cours du lycée. Alors, juste une chose peut-être, ces emplois du temps qui sont concrétisés par un partenariat sont également concrétisés par une validation d'une formation universitaire
nos étudiants ont des partiels à la fac, donc ils passent leurs examens tous les semestres et ce n'est pas des équivalences, mais bien une validation qu'ils ont à la fin des 2 ans. Alors, je ne sais pas comment changer de... Je ne suis pas sûre de pouvoir changer d'avancer le PowerPoint. Je n'ai pas la main, moi, dessus. Ah si, voilà. Donc, je vais commencer par la prépa D1. Sur la prépa D1, les cours qui sont dispensés en classe préparatoire D1 sont les cours qui correspondent aux épreuves du concours d'entrée à l'ENS de Rennes. Donc, vous pouvez très bien aller voir le site de l'ENS de Rennes, qui est très complet sur ce qu'il propose et les poursuites ensuite des étudiants au sein de l'ENS de Rennes. J'ai mis ici le volume horaire approximatif en faisant une moyenne parce que les heures ne sont pas exactement identiques entre la première et la deuxième année. Mais globalement, nos étudiants vont suivre en classe préparatoire au lycée du droit civil, de l'économie, de langue vivante, c'est obligatoire pour le concours, dont l'anglais qui va être choisi soit à l'écrit, soit à l'oral, de la méthodologie culture générale, et une option qui est proposée parfois, enfin plusieurs options sont parfois proposées par les lycées, mais parfois une seule, parmi les options suivantes: droit commercial, droit des sociétés ou droit public, ou mathématiques. Donc vous avez ici des spécificités qui sont propres au lycée et sur lesquelles il faut aller voir lorsqu'on postule en prépa D1. Si l'on additionne la prépa et la faculté, on est sur un horaire qui ressemble à un horaire de classe préparatoire, avec également les concours blancs, l'école, qui, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, permettent de se préparer en tête-à-tête avec un enseignant, et puis évidemment les devoirs sur table. Merci. En ce qui concerne les débouchés, évidemment, notre raison d'être, c'est la préparation pour D1 à l'ENS de Rennes, dans le département droit, économie, management. Il y a très peu de place, 15 annuels pour les classes préparatoires en France D1 qui sont environ une quinzaine. Il faut donc ouvrir aussi les autres débouchés, présenter les autres débouchés, donc des filières universitaires sélectives. Et parmi les filières universitaires sélectives, celles qui ont généralement la faveur de nos étudiants, ce sont les magistères, avec des magistères très prisés, comme le magistère de droit des activités économiques ou juriste d'affaires franco-britannique, par exemple, à Rennes. Donc les magistères, ce sont des classes préparatoires, ce sont des formations qui sont des formations sélectives, qui sélectionnent en L3, mais qui ensuite sont tubulaires. L3, M1, M2, vous n'avez plus de sélection entre la L3 et le M1 ou entre le M1 et le M2. Ce qui est très intéressant aujourd'hui à savoir, alors qu'il y a des sélections désormais dans la plupart des universités entre le M1 et le M2. Et puis entre la L3 et le M1. Les instituts d'études politiques également, les grandes écoles de management qui sont accessibles par un concours spécifique réservé en fait aux étudiants qui ont fait des 1, des 2, des classes préparatoires scientifiques ou l'université. Et puis le CELSA qui offre aussi des places par l'intermédiaire de l'admissibilité au concours de l'ENS, puisqu'il y a des partenariats. Pour candidater en classe préparatoire D1, alors les attendus nationaux sont assez larges. Il faut surtout montrer qu'on est intéressé par les questions contemporaines et d'actualité. Donc évidemment, avoir un goût pour les sciences sociales, un intérêt pour les disciplines juridiques et économiques, avoir un solide niveau de culture générale. Et on va regarder évidemment les résultats qui sont obtenus en première, par exemple pour les épreuves du bac français. Et puis sinon, les résultats en cours pendant l'année de terminale, en langue vivante, histoire, géographie, éventuellement en sciences économiques et sociales. Toutes les spécialités sont acceptées en D1. Évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les options au concours, si l'option mathématique est proposée par le lycée que vous visez, il faudra évidemment avoir une spécialité mathématique dans votre dossier. La classe préparatoire D2, c'est une classe préparatoire cousine, elles sont en miroir.
Donc, même principe, les cours dispensés en classe préparatoire D2 correspondent, elles, aux épreuves du concours d'entrée à l'ENS Paris-Saclay. J'ai, pareil, fait une moyenne de la microéconomie, donc de l'économie qui est plutôt mathématisée, plutôt formalisée, de l'analyse macroéconomique, plutôt ici sous forme de dissertation, des mathématiques et statistiques. Ça, ce sont les cours qui sont suivis au lycée, histoire économique ou gestion. Là aussi, 2 options qui sont proposées, certaines par, les 2 sont proposées par certains lycées et sinon les lycées proposent l'une ou l'autre. Une langue vivante étrangère, mais la plupart des lycées en proposent 2. Notamment parce qu'on verra après, pour les débouchés, ça peut être intéressant pour préparer les écoles de commerce. Et enfin, aussi des cours de méthodologie et de culture générale. Même principe, si on additionne le volume horaire de l'université et de la classe préparatoire, on est sur une 30aine d'heures, ce qui correspond à un format classique de classe préparatoire, avec de la même façon des concours blancs, des interrogations orales régulières, des devoirs sur table, un système de classe préparatoire très classique finalement dans ses résultats. Pour les débouchés, l'ENS Paris-Saclay qui est là aussi notre cœur de métier, notre cœur de cible. Le concours est commun avec celui de l'ENSAI. L'ENSAI, c'est l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information qui est située à Rennes. Les 2 écoles sont en banque commune d'épreuves. Ensuite, bien évidemment, nos étudiants peuvent se tourner vers des formations universitaires sélectives, que ce soit des magistères ou des L3 sélectives. Et ils ont, comme les D1, la possibilité de postuler sur les grandes écoles de management, soit par des partenariats en fait sur la voie de l'admissibilité à l'ENS de Paris-Saclay. C'est le cas par exemple de l'EM Lyon. Tous les étudiants admissibles à l'ENS Paris-Saclay sont admissibles de droit à l'EM Lyon. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le concours, par exemple, pré-master de l'EDEC, qui offre une voie d'accès spécifique pour nos étudiants D1, D2, avec ensuite l'intégration à l'EDEC qui se fait dans les mêmes promotions que les étudiants qui viennent d'autres classes préparatoires du type ECG, par exemple. Pour candidater en classe préparatoire D2, il faut montrer un intérêt pour l'économie. Donc on va regarder évidemment les spécialités qui le montrent, mais comme le disait Stéphanie tout à l'heure, on peut aussi recruter évidemment des étudiants qui se rendent compte l'année de leur terminale qu'ils souhaitent se diriger vers l'économie. Et on a par exemple des spécialités maths ou physique qui souhaitent se destiner ensuite à faire de l'économie. Il faut un bon niveau de connaissance en mathématiques et surtout un goût pour les mathématiques parce que le volume de mathématiques et le programme de mathématiques nécessite un appétit pour cette matière. Il y a des mathématiques à la fois en classe préparatoire et à l'université et le programme de l'ENSD2 est un programme qui est relativement dense, qui est en toute sincérité, proche aussi de celui qu'on ferait en ECG approfondi. On va donc évidemment regarder que l'étudiant est capable de suivre, de procéder à un travail soutenu et approfondi dans ces matières. Nous allons, pardon, on intègre aussi des étudiants qui ont seulement l'option maths complémentaire. Et c'est vrai qu'il faut des profils qui sont des profils, dans ce cas-là, extrêmement travailleurs et extrêmement motivés. Pour retrouver la géographie en fait de nos classes préparatoires D1 et D2, je vous engage à aller regarder le site de l'APEC qui répertorie de façon extrêmement précise toutes les classes préparatoires D1 et D2 en France. Il y a une grosse quinzaine de classes préparatoires D2 et autant de classes préparatoires D1. Il n'y en a donc pas sur tout le territoire. Évidemment, le site de Parcoursup qui les répertorie tous. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur les journées portes ouvertes et dans les salons parce que nos classes préparatoires dépendent également beaucoup des spécificités qui les unissent à leurs universités de rattachement. Voilà, je vous remercie. Je vous propose peut-être qu'on fasse
peut-être qu'on pose directement les questions qui concernent directement la D1 et la D2. Stéphanie, tu as déjà un peu répondu à certaines, si ça vous va, peut-être. Et après, j'ai mis de côté les questions qui touchent peut-être toutes les prépas. Il y avait une première question qui était peut-on rentrer en prépa D1 malgré des lacunes en langues étrangères? C'est difficile parce qu'en fait, le niveau de langue vivante est quand même extrêmement élevé au niveau du concours. Donc c'est vrai que nos collègues de langue sont extrêmement attentifs lors des recrutements sur Parcoursup à, à ces points-là. En revanche, si c'est un problème qui est identifié par le candidat et qu'il veut vraiment faire des 1, il y a des choses à faire sur le travail de l'été, éventuellement prendre en main ce faible niveau pendant l'été avant les vacances et puis en parler dans sa lettre de motivation. Constater voilà, un manque dans une matière, c'est jamais un problème à partir du moment où on en est conscient. Deuxième question, pour les LV1 et LV2, quelles sont les possibilités? L'italien est-il possible? En fait, ça dépend des classes préparatoires. Le principe du concours de l'ENS, et ça, évidemment, les professeurs de langue, pendant les 2 ans, aident les étudiants et les guident sur leur choix en ce qui concerne l'écrit et l'oral. En fait, l'ENS de Rennes exige l'anglais à l'écrit ou à l'oral, au choix de l'étudiant. La deuxième langue étant, bien évidemment, dans ce cas, à l'écrit ou à l'oral. Certains lycées proposent plusieurs langues, notamment parce qu'ils ont la possibilité, mais là ça dépend des lycées, il faut vraiment contacter les lycées et regarder ce qui est possible. Ça dépend éventuellement des mutualisations pardon, qui peuvent être faites avec d'autres classes ou voire avec d'autres lycées. Donc par exemple, nous à Bordeaux, l'italien est possible. Je pense que c'est possible également sur d'autres classes préparatoires, mais c'est au cas par cas. Autre question, combien de places sont disponibles avec la D2 à l'ENS Paris-Saclay ou à l'EDEC? Alors, le nombre de places à l'EDEC n'est pas déterminé, il n'y a pas de quota. C'est le concours programme grandes écoles qui est commun en fait aux prépas D1, D2 scientifiques et étudiants qui viennent de L1 et L2. Mais en revanche, au concours de l'ENS Paris-Saclay, l'année dernière, il y avait 24 postes de postes fonctionnaires. Mais il y a aussi des postes qui sont des postes non fonctionnaires, donc non rémunérés, mais qui sont aussi accessibles sur dossier. Merci. Autre question, peut-on faire des IEP après une prépa D2? Alors, il y avait, c'est possible, mais il faut regarder les concours ou les accès en parallèle qui sont possibles après une L3. Mais bien sûr, avec une classe préparatoire D1 ou D2, c'est tout à fait envisageable si les IEP en question permettent cette voie d'accès en 3e année. Autre question, pour la classe préparatoire D1, y a-t-il une moyenne type à avoir en terminale? Non, comme dans n'importe quelle classe prépa, on peut pas préciser ça. En fait, ça dépend aussi de beaucoup de choses, des appréciations, du rang dans la classe, de l'écart à la moyenne. On peut absolument pas dire qu'il y a une moyenne barrière en fait, ni en dessous ni au-dessus. Et d'ailleurs, aussi, enfin, je mets juste l'information qui est donnée aujourd'hui par Parcoursup sur les moyennes et le pourcentage de chances ou de risque d'intégrer ou de ne pas intégrer une classe préparatoire. Il faut s'en méfier aussi, hein. Il y a beaucoup d'anticipation autoréalisatrice sur ces moyennes qui sont annoncées. Donc, il faut surtout pas, si je perds mon truc, il faut surtout pas s'auto-censurer en fait. Il faut. Non, j'ai pas de. Enfin, je pense que Stéphanie s'engagera pas non plus sur une moyenne inférieure ou supérieure à avoir absolument. Ouais, du coup, ça répond à une des autres questions qui était est-ce que le rang dans la classe est un critère de sélection aux classes de terminale? Donc, ça peut être le cas. Pour le reste, je vous propose qu'on garde. Pardon, parce qu'en fait, ça permet aussi de nuancer
des moyennes qui seraient extrêmement importantes ou ça coupe un peu un effet moyenne. Pour les autres questions, je vous propose qu'on les garde pour la suite parce que c'est des questions qui Ouais. peuvent toucher aux différents types de classes prépa. Merci. Avec plaisir. Et Stéphanie, on te laisse reprendre la parole. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si... est-ce que je réponds déjà aux questions concernant le CG? Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu en penses, Amandine? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Alors, donc, déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de CG, malgré tout, en France, déjà. Je ne sais pas quel est le public, mais... donc, il y a vraiment une grande diversité de niveaux des classes préparatoires au CG. Donc, les niveaux de recrutement sont assez variables. Mais je dirais que le plus souvent, ce qu'on regarde, hein, c'est pas la moyenne en tant que telle, c'est plutôt le classement dans la classe et l'écart à la moyenne, en fait. Mais vous voyez, moi, je fais le recrutement même dans une classe préparatoire un peu sélective, hein, comme celle de Janson Saïs en ECG, et on va parfois chercher jusqu'au 1500e élève dans la filière, notamment à AGG, et là, le classement dans la classe peut être autour de 8, 9. En fait, il faut absolument pas se censurer. Il faut que vous regardiez dans vos choix de vœux le classement de l'étudiant dans votre académie et que vous panachiez, en fait, le niveau des ECG. Sachez aussi, ça me fait mal au cœur de dire ça, que vous pouvez mettre aussi des ECG avec HGG qui sont moins sélectives dans l'ensemble que les filières avec ESH, puisqu'aujourd'hui, le profil type de l'élève qui arrive en ECG, c'est un élève qui a fait des SES. Voilà, donc alors ça ne désavantage pas, il y a un bonus pour les SES, mais ça ne pénalise pas tellement les élèves qui ont fait AGGSP, qui auront un bonus sur les filières histoire géo, puisque la question a été posée. Donc les élèves qui ont un profil AGGSP seront plus valorisés sur la filière AGG, et les élèves qui ont fait des SES le seront en général sur les deux filières, pour tout dire. Voilà. Que dire de plus sur... Attendez, j'essaie de lire les questions. Donc le niveau en maths, il est, alors bien sûr, on sait que d'un établissement à l'autre, il y a des classes de meilleur niveau, donc les élèves peuvent être un petit peu plus loin dans le classement. Donc on va mettre par exemple des bonus sur les filières Euro, c'est parfois dans certains établissements ou sur les classes préparatoires type Bachibac, Abibac, les sections internationales. Là, on sait qu'on a des classes en fait où le niveau est en général très bon, et donc qu'un étudiant peut être classé un petit peu plus loin dans la classe. Mais voilà, je pense qu'en panachant les vœux, vous avez quand même de grandes chances d'être pris dans une prépa. Et si on est dans une plus petite prépa, ce n'est pas nécessairement pénalisant pour réussir les concours. Déjà, il y a des concours adaptés pour les prépas maths appliquées. Chaque filière, en fait, les élèves qui font des maths appliquées ne sont en concurrence qu'avec les élèves qui font des maths appliquées. Les élèves qui font évidemment de l'histoire ne sont pas en concurrence avec ceux qui font des SES. Donc, il y a un concours pour chaque filière et donc, en fait, un interclassement. Et même si vous êtes dans une plus petite prépa, être fort dans une petite prépa peut parfois vous pousser, en fait, des petites classes préparatoires ont régulièrement aussi des élèves admis dans des très grandes écoles. Donc voilà, je pense que, et même parfois en faisant une deuxième année, vous pouvez tout à fait réussir, même en passant par une plus petite classe préparatoire. C'est parfois aussi un peu moins de stress, et puis c'est parfois plus flatteur d'être très bon dans une plus petite classe préparatoire. Ça peut vous pousser à mieux réussir. Voilà, alors je vais... Amandine, je continue sur les classes prépa littéraires, peut-être Oui, parfait. Je garde les autres questions pour la suite, ce qui porte sur toutes les prépas. J'ai du mal à lire en même temps. Alors, je dis un mot sur les classes prépa littéraires. Il y en a de deux types. Donc, pour ceux qui parmi vous, n'ont pas de spécialité mathématique, il est possible d'aller en prépa à L. Pour ceux qui l'ont suivi en première, vous savez que dans certaines prépa ECG, même si vous n'avez pas gardé les mathématiques complémentaires, certaines classes préparatoires ECG prennent des élèves qui n'ont fait que la spécialité mathématique en première et pas en terminale, ni les maths complémentaires. Mais la classe préparatoire qui prendra des élèves qui n'ont pas fait du tout de mathématiques, c'est la prépa à L. Donc, j'espère que ça intéresse certains d'entre vous. Sinon, voilà. Mais je vais insister d'abord sur la prépa BL qui est un petit peu moins connue. Et pourtant, parmi les classes préparatoires qui offrent le plus de débouchés, elle est classée parmi les classes préparatoires littéraires parce qu'elle a vraiment un socle, vous le voyez, très équilibré.
4 heures de littérature, 4 heures de philosophie, 4 heures d'histoire pure, hein, d'histoire en fait depuis 1870. Une langue vivante et la possibilité de prendre une langue, une LV2. 6 heures de SES. Alors là, vraiment, c'est complètement dans la continuité du programme de SES du lycée, avec, pareil, de la sociologie, de l'économie et des regards croisés sur la consommation, sur les questions spatiales, sur le chômage, etc. Les mathématiques, donc, selon les classes préparatoires, c'est de 5 à 7 heures. Donc là, c'est un bloc, c'est à peu près le niveau des mathématiques appliquées de CG, pour faire une comparaison, mais sans informatique. Et puis ensuite, il y a la possibilité de prendre soit l'option civilisation, par exemple pour ceux qui ont fait des sections euro ou des sections internationales. Là, vous pouvez faire des dissertations, historico, politiques, hein, en anglais, en espagnol, en allemand. Vous pouvez garder des langues anciennes, grec et latin, ou prendre l'option géographie, ce qui est très intéressant parce que ça profile les élèves selon écogéo, ce qui peut donner écogéo. Vous voyez, ça peut permettre des carrières dans l'aménagement territorial, la transition écologique. Donc ça ouvre des parcours assez intéressants et d'ailleurs il y a de très beaux doubles diplômes à la fac dans la continuité de ces études-là. Alors là, en BL, c'est la même chose, vous trouverez des BL par exemple beaucoup moins sélectives qui vont prendre les étudiants seulement avec les mathématiques en première, mais les plus sélectives bien sûr exigent les mathématiques en terminale aussi, et une spécialité SES ou sciences humaines. Donc c'est là aussi très ouvert, hein, mais là encore, hein, il y a souvent un bonus dans la plupart des classes préparatoires BL pour les élèves qui ont fait des SES, parce que c'est vraiment le profil type. D'ailleurs, la BL forme beaucoup d'enseignants de SES, hein, donc c'est vraiment la voie pour les étudiants qui veulent approfondir cette discipline-là. Et donc, pour ceux qui ont fait maths complémentaires, hein, il suffit d'avoir fait au moins une spécialité tout de même, sciences sociales et humaines. On a quand même déjà pris des élèves avec SVT et physique, hein, mais évidemment, on se demande s'il n'y a pas eu une petite erreur d'aiguillage. Donc, on aime bien que les élèves manifestent assez tôt tout de même une appétence pour les sciences sociales. Les maths expertes peuvent être valorisées, ce n'est pas requis. Et les sections euro et internationales, hein, là aussi, sont très valorisées puisqu'il y a quand même un beau profil linguistique. Alors, je passe un peu de temps sur les débouchés de la BL, hein, parce que vous avez... Alors, la BL elle prépare quand même en premier lieu aux écoles normales supérieures, c'est-à-dire que c'est la BL qui forme finalement nos économistes, nos sociologues, donc qui rentrent à l'école normale supérieure et qui d'ailleurs sont rémunérés à Bac+3 de fait, et deviennent souvent chercheurs, hein, dans ces disciplines. Mais après la BL, on peut aussi faire de la recherche en littérature, en histoire, en philosophie. Hein. Les parcours des élèves sont parfois très surprenants. Certains poursuivent même en mathématiques, hein, parce qu'ils ont pris goût aux mathématiques en classe préparatoire. Comme ce sont des profils littéraires, il y a beaucoup d'ouverture vers les écoles de la traduction, vers les écoles de la communication, comme le CELSA. Ou encore, bien sûr, Sciences Po. Alors, Sciences Po, si vous voulez, on pourra en parler à part. Il y a plusieurs paliers possibles, hein, déjà à l'issue de la première année de classe préparatoire, et c'est valable, hein, pour la D1, D2, toutes les classes préparatoires dont on a parlé. Les étudiants peuvent repasser le concours commun des IEP. Et en plus, c'est vrai que souvent, en ayant fait de la sociologie, ça peut être un atout pour réussir, puisque regardez, cette année, les sujets sont sur le corps et sur les solidarités, donc des thématiques tout de même très, très sociologiques aussi. Ensuite, donc, les parcours, évidemment, les écoles les prépas littéraires ont leur propre voie d'accès aux écoles de management. C'est une voie méconnue, hein, pour accéder aussi aux écoles, avec même parfois des places réservées, hein, depuis quelques années, puisque les écoles essaient aussi de diversifier les profils de leurs étudiants. Des voies d'accès à l'école d'économie de Toulouse, à Dauphine, bon, voilà, là on retrouve, hein. Et puis de l'ingénierie, c'est ça aussi la spécificité de la BL, hein. On peut accéder donc à l'école, à l'ANSAE, qui est l'école de la statistique, et ensuite, hein, aux écoles d'ingénieurs en informatique. Vous savez qu'en ce moment, donc il y a beaucoup de possibilités en sciences des données et en intelligence artificielle. Donc la BL
offre aussi ces parcours. Et pour tout dire, beaucoup d'étudiants vont ensuite rejoignent des doubles cursus à l'université. Économie, histoire, économie, sciences politiques, géographie, économie, sociologie, sciences politiques. Vous avez voilà, de beaux cursus à l'université qui recrutent ces profils de BL. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de se dire, bon, je peux aussi tenter de passer par la BL ou par une classe préparatoire pour rejoindre ensuite ces filières sélectives. Ça peut être un calcul assez stratégique. Voilà. Alors, je vois, y a-t-il beaucoup de place aux écoles de la BCE à partir d'une prépa BL? Oui, en fait, pour tout dire, les BL ne remplissent, sont souvent pris dans les écoles de management, et d'ailleurs souvent dans des très très bonnes, parmi le top 3, j'entends, ou le top 6. Mais ils n'y vont pas toujours parce qu'il y a tellement d'autres possibilités, et surtout ils peuvent valider des doubles diplômes, école normale supérieure, école de management, l'ANSAE, ESSEC, vous voyez. Donc il y a beaucoup, ça permet de créer un parcours assez comment dire, personnel, voilà. Alors, pour la prépa BL, mathématiques AGGSP, oui, en fait, pour tout dire, aussi là, on admet peut-être, on a beaucoup d'élèves qui ont AGGSP, à notre grande surprise, parce que dans les candidatures, on a autant d'élèves qui ont fait SES et mathématiques que AGGSP. Et en fait, dans les admissions, ce sont les élèves qui ont fait mathématiques et AGGSP qui restent. Il faut dire que pour les élèves qui ont fait maths SES, il y a une grande diversité de débouchés à l'université, dans les ECG, dans les doubles diplômes. Donc oui, on a de fait, c'était une surprise finalement, beaucoup d'élèves ayant AGGSP, même si au niveau national, le profil maths AGGSP est assez rare. Donc c'est pas, évidemment, on les voit assez peu, ces élèves-là, dans l'ensemble des cursus classes préparatoires. Alors, les mathématiques sont-elles obligatoires pour une classe BL ou alors, il faut des mathématiques. Il faut des mathématiques au moins en première, le plus souvent mathématiques complémentaires. C'est exigé, mais dans certaines classes préparatoires, il y a des BL qui ne sont pas remplis, qui vont recruter un petit peu plus large. Donc là aussi, il faut se renseigner sur les établissements. Et c'est pas parce qu'on rentre dans une petite classe préparatoire BL qu'on ne peut pas ensuite redoubler sa deuxième année dans une grande BL, en fait, une classe préparatoire un petit peu plus prestigieuse. Voilà, j'ai un colleur en ce moment qui a fait une petite BL, qui est venu donc ensuite QB, on dit QB, redoubler sa cagne en Janson de Sailly, et qui voilà, aujourd'hui est chercheur à réintégrer l'ENS, et donc ça peut être aussi un parcours très intéressant, plus crescendo, et parfois moins stressant aussi. Voilà. Alors je sais pas si je continue, je m'arrête pour des questions, ou si je présente rapidement les AL. J'ai noté quelques questions. Je ne sais pas si tu as répondu à tout, parce que j'étais justement en train de regarder les autres questions. Il y avait la première, c'était en prépa BL. Est-ce faisable de rattraper le programme de SES sans avoir suivi la spécialité SES en terminale? Oui, en fait, pendant longtemps, les BL accueillaient essentiellement on avait, disons, 2 tiers d'ES et 1 tiers de ES. Donc, évidemment, les étudiants qui ont fait des SES ont un avantage pendant le cursus, mais vraiment tout est mis en œuvre pour recommencer et reprendre les bases. Voilà, ça ne fait pas de mal de toute façon aux élèves qui ont fait des SES, et puis c'est bien d'avoir un point fort aussi. Les élèves qui ont fait des SES, en fait, ça leur permet aussi parfois de se concentrer un peu plus sur les mathématiques ou sur d'autres disciplines. Voilà. Dans les autres questions, y a-t-il beaucoup de place aux écoles de la BCE à partir d'une prépa BL? Oui, alors donc oui, il y a beaucoup de place. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais voilà, je disais tout à l'heure qu'il y a même plus de places que d'élèves qui n'y vont de BL. Ils ne remplissent pas, à leur grand regret, parce que c'est un profil qui les séduit beaucoup. Mais c'est vrai que parfois nos étudiants de BL sont moins portés vers les écoles de management. Et de ce point de vue-là, si votre objectif c'est de faire une école de management, je pense qu'il vaut mieux passer par une ECG. Parce que la BL, elle prépare quand même avant tout aux écoles normales supérieures. Donc, les épreuves se font en 6 heures plutôt que 4. Donc, si vous êtes certain, à moins d'adopter la stratégie, je passe par la BL parce qu'il y a plus de place, mais quand même, vous allez devoir faire plus de lettres, plus d'histoire, plus de philosophie que vous n'en ferez en ECG. Donc, pour des profils très mathéco, il vaut mieux passer par l'ECG.
Les élèves de BL ont-ils accès à la BEL? Oui, c'est la banque en fait de concours de la BL en fait. Je sais pas ce que ça voulait dire. Voilà, donc c'est leur banque de recrutement. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont recrutés sur Dauphine hein, par cette banque-là. Donc, quand ils présentent les concours, ils présentent aussi une entrée à Dauphine au niveau national. Peut-on entrer en BL si on a des lacunes en anglais? Si vous avez une autre langue, vous pouvez la prendre en LV1. Voilà, si vous êtes très bon en espagnol, vous pouvez prendre espagnol LV1. Le seul bémol, c'est qu'il faudra garder l'anglais en LV2 parce que pour les concours de management, si vous les passez, il faut au moins de l'anglais dans les deux langues. Vous pouvez avoir latin si vous voulez, mais anglais nécessairement. Voilà, donc là, ça peut être stratégique hein, de changer de première langue. Et après, il y avait juste une question sur les mathématiques, donc tu as répondu, je crois. Oui. Est-ce qu'elles sont obligatoires pour une classe BL? Alors, je vois qu'un élève demande quel type de prépa à privilégier pour des débouchés en informatique IA, traitement des données. Bon, la BL, elle ouvre quelques accès à ça. Je pense aussi que les cursus derrière universitaires et même en école hein, se sont vraiment adaptés à ces questions-là. Peut-être que Hélène le dira tout à l'heure, peut-être que la D2 est pas mal aussi sur ces questions-là. Sinon, vous aux sciences sociales, hein, c'est aussi une possibilité. Mais rien ne vous empêche de faire 2 ans de classe préparatoire pour rejoindre un cursus mathématique et informatique. Voilà. Parce que ces filières mènent aussi à ces cursus de sciences des données. Il y a pas mal de questions sur des parcours un peu singuliers. Peut-être on pourra poser les questions à la toute fin quand on aura présenté la L aussi. Il y avait juste une question. Je regarde dans les questions qui sont là. En BL, comment se fait l'inscription avec l'université? Le passage vers l'université est-il facile si échec en BL? Oui, c'est facile. Oui, alors là, je pense que je réponds pour toutes les filières. Hein. En fait, au mois de septembre-octobre, vous êtes guidés en classe préparatoire pour faire cette inscription. Donc là, tout dépend des partenariats des établissements, mais en général, ils sont nombreux. Et donc, imaginons que vous vous inscriviez en sciences éco, en fait, par exemple, lorsque vous rentrez dans une de ces prépas. Après, vous pouvez aussi changer. Hein, si vous souhaitez partir en histoire, c'est possible. Mais là, tous les 6 mois, là, cette année, par exemple, j'ai 3 étudiants qui sont partis, l'une en sciences politiques, l'autre en sciences sociales et l'autre en MIH, mathématiques et informatique appliquée aux sciences sociales. Ça se fait très bien. Il faut juste être dans les délais, mais en général, il n'y a aucun problème. On peut même parfois transférer d'une prépa à l'autre, hein, ça arrive. Un élève qui arrive en BL et qui réalise qu'il y a trop d'écho de maths, on peut le transférer en AL, mais il faut que tout ça se fasse très très vite. Justement, question, quel est le niveau de mathématiques en BL par rapport au niveau du lycée? Je pense qu'il y a un saut de niveau, même si les étudiants, malgré tout, disent que les plus grosses différences entre le lycée et la prépa, c'est certainement, en tout cas pour nous en BL, en histoire, en géographie, en philosophie. Les SES, c'est finalement plutôt dans la continuité. Les mathématiques, c'est de l'approfondissement. Il y a souvent en plus des cours de soutien qui sont donnés. Ça paraît toujours assez dramatique en début d'année. Les élèves sont très inquiets pour les mathématiques et c'est finalement une des matières qui pose le moins de problèmes. La mise à niveau se fait, certains ont besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà, donc, mais c'est vrai que là encore, hein, ce qu'on découvre, c'est des élèves qui trouvent une appétence en fait en faisant plus de mathématiques. Et puis on en fait un peu en économie, donc parfois ça permet de créer des liens aussi entre les disciplines. Par exemple, nous, on fait d'abord les dérivées partielles en économie avant qu'elles soient faites en mathématiques. Pour les autres questions, on pourra les poser après. Vous inquiétez pas si j'ai pas encore posé votre question, notamment les questions qui portent sur les débouchés après la prépa et sur la sélection en prépa en fonction de ce que vous avez fait sur Parcoursup. Peut-être qu'on passe d'abord à la présentation de la prépa AL. Oui, je vais être très brève pour la AL. Je ne sais pas à quel point certains élèves... Donc là, il n'y a plus de mathématiques. Alors étrangement, depuis quelques années, c'est la AL qui recrute nos étudiants, nos élèves ayant fait SES et AGGSP, ce profil, ce binôme SES-AGGSP qui est assez fréquent.
l'AL est ravie d'absorber ces élèves-là qui n'ont pas fait de mathématiques. Mais c'est sûr que une fois rentré en AL, la seule science sociale, enfin, vous avez surtout de la géographie et de l'histoire. Après, c'est un cursus tout de même très littéraire. Alors là, vous pouvez affiner ensuite, selon les classes préparatoires, en fonction des options. Certains ont histoire de l'art, théâtre, musique ou cinéma. Il faut regarder chaque prépa pour voir leur spécificité. Alors là, le jargon rapidement, l'hippocane, c'est la première année. Et la Cagne, c'est la deuxième année. Il y a 2 cursus possibles en Cagne, en deuxième année. Il y a la Cagne Ulm et la Cagne Lyon. Et donc, la Cagne Ulm, elle est centrée sur les langues anciennes, et la Cagne Lyon est centrée plutôt sur la géographie, sciences humaines et sociales. On dit la Cagne moderne pour Lyon. Alors là, par contre, il n'y a pas véritablement de prérequis. Tous les élèves, y compris ceux ayant fait des spécialités scientifiques, peuvent être admis. Là encore, il y a en général un bonus sur les sections européennes et internationales. Mais chaque établissement a sa spécificité. Voilà, et les débouchés, donc disons qu'on retrouve le pôle littéraire, IEP, école de communication, école de la traduction. On retrouve les ENS comme un BL. Mais il y a en plus des écoles d'art, comme l'école du Louvre, par exemple, ou les Chartres. Et puis les écoles de management également pour les AL. Et ça, c'est un débouché assez efficace aussi pour intégrer les écoles de management. Voilà. Donc là, s'il y a des questions plus précises pour la AL, j'y répondrai. Alors, regardez le maillage territorial. Évidemment, en France, il y a beaucoup plus de AL que de BL. La BL, on ouvre des BL parce qu'elles ont du succès, d'autant plus que maintenant, avec la réforme, il y a beaucoup de profils mathématiques et lettres, mathématiques et SES, qui est un vrai vivier pour la BL. Et pour l'instant, évidemment, il y a assez peu de classes préparatoires en France, et de fait, elles peuvent être assez sélectives pour certaines d'entre elles. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Je pose les questions peut-être à Hélène et toi, les questions un peu générales. Alors, j'ai essayé de les regrouper par thème, donc pas nécessairement dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. En commençant peut-être par... Alors, tu as un peu répondu dans le chat, je crois, mais je vais quand même reposer la question. Par rapport à l'équivalence universitaire, est-ce que ça vaut pour n'importe quelle université, ou est-ce qu'on peut rejoindre seulement celle en partenariat avec le lycée? Et il y avait une autre question que je pose en même temps. Est-ce qu'un retour en université peut se faire à n'importe quel moment du cursus? Alors, je crois que Stéphanie a déjà un peu répondu. La particularité de D1, D2, par exemple, sur le format à la fois à l'université et à la classe préparatoire, facilite les choses en termes de CTS, parce que évidemment, comme nos étudiants passent leurs examens tous les semestres, ils ont leur place en fait qui est assurée à l'université. On a une sécurisation du parcours qui est très très forte en D1, D2. Mais comme le disait Stéphanie, à condition évidemment de ne pas louper les délais de réintégration semestre après semestre. Autre question à laquelle Stéphanie, tu avais aussi répondu, mais peut-être qu'ils peuvent en intéresser d'autres. Il existe beaucoup de ressources en SES. Je me demandais pour nos élèves, donc c'est une collègue de terminale qui souhaite rejoindre les prépas, lesquelles est-ce qu'il faudrait privilégier, celles qui pourraient être les plus utiles pour leur approfondissement en fonction des prépas? Oui, là, j'avais répondu un peu dans le chat pour dire que, en général, la mise à niveau se fait en classe préparatoire. Je pense que sur l'actualité, reprendre peut-être un petit peu ces cours en fait, ce qui est nouveau en classe préparatoire, c'est l'histoire de la pensée. Donc, si vous voulez vous préparer un petit peu, vous pouvez lire ça, mais j'aurais tendance à dire de privilégier les mathématiques. Si vous devez vous préparer un petit peu à l'entrée en classe préparatoire. Ensuite, les enseignants vous aiguilleront une fois admis, vous recevrez une liste de lecture. Je pense qu'il faut arriver plutôt reposé en classe préparatoire. C'est pas la peine de passer l'été à potasser, partir dans toutes les directions. Donc, profitez de votre été et puis vous ajusterez en temps voulu. Autre question, est-ce qu'il y a des possibilités d'alternance? Hélène, de notre côté, non.
Non, non, mais non plus. Il y a déjà une alternance entre la faculté et le lycée. Je pense que c'est déjà pas mal. Non, ça vient plus tard. Par contre, pour des élèves qui, enfin, les frais de scolarité sont très élevés pour les écoles de management. Par contre, suivre un cursus en alternance permet de faire payer une grande partie des frais par l'entreprise qui embauche. Donc, beaucoup d'élèves maintenant font leur école de management en alternance. Donc, ça vient un petit peu plus tard dans les écoles. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Stéphanie, et que tu avais déjà dit en introduction, il faut aussi rappeler que la plupart des classes préparatoires, que ce soit AL, BL, ECG, D1, D2, sont publiques et donc gratuites. Ça veut dire que les 2 premières années se font au tarif d'une inscription universitaire. Autre question sur la préparation à la prépa. Est-il utile de prendre des cours de maths durant les vacances d'été pour prendre un peu d'avance? Je ne sais pas. En fait, je crois que la plupart des élèves arrivent sans prendre des cours de mathématiques. Euh, il me semble que vu la densité des cours de maths en prépa, les élèves s'y mettent en fait. Ils se plongent dans la discipline et ils progressent seuls, sans soutien scolaire nécessairement, en travaillant en groupe. Ils travaillent beaucoup en fait ensemble, hein, les mathématiques. Donc, je pense qu'il vaut mieux attendre d'être rentré et de voir s'il y a un vrai décrochage, peut-être se faire accompagner. Et parfois, dans les établissements, il faut savoir qu'il y a des polytechniciens qui viennent aider les élèves en mathématiques, hein, qui les accompagnent gratuitement dans les établissements. Donc, attendez de rentrer, voilà, il me semble. Et puis, revoir les bases aussi qui sont exigées au lycée. Tu parlais tout à l'heure de bases calculatoires. Je pense que c'est sur ce point-là que nos collègues de mathématiques sont surtout attentifs. Donc, suivre les conseils qui sont donnés lorsque vous êtes admis, sur le travail de l'été qui vous est suggéré, et puis évidemment revoir le programme de lycée et le maîtriser parfaitement, oui. Pas mal de questions. Pardon. Vous Oui. voulez compléter, Stéphanie? J'allais répondre à Mathilde. Je suis en classe euro, dit-elle, une moyenne de 15 et de 16, mais ça, c'est un profil qui correspond complètement à des classes préparatoires. Il ne faut pas croire qu'on recrute tous nos étudiants à 17, 18 de moyenne, loin de là. En fait, vous serez surpris probablement à l'issue de Parcoursup de voir le nombre de classes préparatoires qui accepteront votre profil. Après, soyez patient jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juillet. Les classes préparatoires, on a même des élèves qui arrivent en début septembre encore, hein, qui sont admis au dernier moment. Donc, il faut vraiment être patient sur des profils de 15-16, ça correspond à nos élèves. On va même recruter beaucoup plus bas, hein, parfois. Hein. Il ne faut pas croire que la mise à niveau se fait pendant les 2 ans de classe préparatoire et on peut arriver avec un profil parfois un petit peu fragile et le renforcer. Des classes préparatoires de proximité sont particulièrement capables de fournir, de proposer cette mise à niveau. Donc, diversifiez simplement vos vœux et vous verrez que vous serez admis dans un certain nombre de classes préparatoires. En fait, là, la question, je crois qu'elle portait plus sur le fait de cette personne, elle a une moyenne de 16, voilà, et la moyenne de sa classe est de 15. Oui, c'est l'importance. Oui, d'accord. Donc, elle est au-dessus de la moyenne de classe. Elle est au-dessus de la moyenne de classe. En fait, on ne l'a pas, la moyenne, Hélène, il me semble, dans la fiche à venir, on n'a pas la moyenne de classe. Elle ne veut pas dire grand-chose. Hein. Vous pouvez avoir l'écart à la moyenne, je crois. On a les moyennes par matière, en fait. Voilà. Donc, nous, on s'intéresse à l'écart à la moyenne dans les disciplines du cursus. Qui nous intéresse, oui. Okay. Voilà, mais qui est pondéré parmi d'autres éléments. Il y a les notes de français de première, enfin, il y a beaucoup de variables. Hein. Et puis, ça, c'est aussi, bien sûr, ce qui donne parfois l'impression que Parcoursup, c'est un peu opaque, mais chaque établissement a des critères de recrutement. Certains vont accorder plus d'importance aux notes de français, d'autres aux notes de mathématiques. Donc, parfois, vous allez être pris dans des classes préparatoires un peu différentes. Mais au final, en général, il sortira, en fait, vous serez admis dans des classes préparatoires correspondant à votre niveau. Voilà. Alors, dans les questions suivantes, sur la... Pardon, Hélène, tu voulais compléter? Non. Je ne connaissais pas l'existence des prépas il y a quelques mois. Je n'ai pas pris l'aspect maths, mais j'ai maths complémentaire en première. Je suis première de ma classe avec 16,3 de moyenne et SP SES LLCE.
Si je m'engage à rattraper les notions de maths nécessaires pendant l'été, ai-je mes chances en ECG? Maths complémentaires en terminale, non, Amandine? Bah là, c'est noté en Non, juste première, en c'est ça que première. je comprends pas trop. Parce que le socle commun de mathématiques, enfin l'heure 30, ne suffit pas pour intégrer une classe préparatoire. Par contre, l'aspect maths en première suivi des maths complémentaires, c'est bon. Je ne sais pas si… D'accord, bah c'est ça, je crois. Ouais, maths D'accord. complémentaires en terminale, en tout cas. Oui, donc Ça peut voilà, fonctionner. il suffit qu'il y ait l'aspect en première. Est-ce qu'il y a des avantages d'admission pour les sportifs de haut niveau? Alors, nous, on regarde ces dossiers. Alors, j'avais répondu dans le chat, mais ça a dû se perdre dans la liste. Y a pas, enfin, ça dépend des lycées, évidemment, hein. Chaque lycée a ses critères de recrutement. Mais c'est vrai que les sportifs de haut niveau ont généralement une qualité, c'est qu'ils savent déjà gérer leur temps. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un profil qui sait gérer son temps. Mais après, bon, il faut pas être naïf. Et évidemment, une classe préparatoire demande beaucoup de travail, ce qui demande aussi des sacrifices sur le temps personnel. Donc, c'est des situations qui sont des situations très particulières à étudier. Ouais. Les classes prépa acceptent-elles des dossiers d'étudiants ayant déjà effectué 1 ou 2 années post-bac dans une autre voie? Oui. Oui, ça, c'est un tri manuel en général. Donc, on les regarde attentivement. Nous, on a souvent des élèves qui nous arrivent de Sciences Po Paris, par exemple, ou qui, parce que ils trouvaient le cursus, enfin, ils voulaient approfondir, mais il a, voilà, des étudiants qui ont fait une autre formation avant et qui se réorientent. C'est normal aussi de les accepter, de leur donner notre chance. Une question que je ne crois pas avoir tout à fait compris. Peut-on entrer en BL mathématiques si l'on suit seulement le soutien en mathématiques? Peut-être que c'est maths complémentaires, je ne sais pas. Non, ça oui, c'est peut-être des maths complémentaires. Oui, nous, on a dans la plupart des BL, il y a des maths complémentaires. Je ne sais pas si c'est ça. Je vois une question de Manon sur les écoles de journalisme. Oui, les écoles de journalisme. Alors, les prépas les BL ne les préparent pas directement, mais ensuite, les élèves ont un L3, alors soit dans un IEP, soit sur un double diplôme ou à l'université, et c'est ensuite qu'ils tentent les concours. Là, par contre, il y a une voie d'accès par le CELSA. Le CELSA, c'est une école de journalisme et de communication qui recrute sur concours ou sur dossier d'ailleurs. Donc, il y a 2 voies d'accès à l'issue des classes préparatoires. Je crois que c'est pareil, Hélène, pour oui, les pour D1, D1 D2. et D2, ouais. Voilà. Donc là, ça prépare aussi à la communication journalisme. Alors, je reprends les questions peut-être dans l'ordre. Pardon. Ouais. Pardon, juste Amandine, il y a des magistères aussi qui sont accessibles en L3. Je pense notamment au magistère communication et communication et journalisme à Aix. Donc accessible aussi après une L2 et donc aussi évidemment avec une prépa. Ouais, je vous redonne les questions peut-être dans l'ordre parce qu'il y a des personnes qui ont posé leurs questions il y a un moment et qui n'ont pas encore été répondues. Je reviens sur les quelques questions qui restent sur la sélection Parcoursup. Est-ce que les demandes Parcoursup sont d'ores et déjà analysées par les écoles, j'imagine dans ce cas les prépas, ou est-ce qu'elles attendent la fin des vœux le 15 mars? Non, on attend la fin des vœux, on n'a pas les données tant que c'est pas… Donc nous, on trie les dossiers au mois de mai. Oui, entre mi-avril et mi-mai, ouais. Autre question, toujours sur la sélection. Que regardez-vous dans la fiche à venir? Et je crois qu'il y avait aussi une question sur la lettre de motivation. Est-ce que c'est un atout pour être pris? Ça dépend de la taille de la classe préparatoire. Certaines classes préparatoires ont peu de candidatures et lisent toutes les lettres. D'autres classes préparatoires ont 3000 candidatures et ils ne lisent que les 300 premiers ou les 500 premiers. Ça peut être lu. Alors après, moi j'ai rarement, je n'ai jamais vu une situation où on se dit on le prend pas parce que sa lettre est bourrée de fautes ou arrogante ou je ne sais quoi. On la lit, ça donne des informations. Soyez sobre, donnez des éléments sur votre parcours, essayez d'y mettre un peu de cœur dans cette lettre, mais voilà, précisez si vous êtes allé aux journées portes ouvertes, par exemple, d'un établissement, expliquez pourquoi vous avez envie de faire cette formation. Et je dirais, veillez à ne pas vous tromper en adressant une lettre à la mauvaise formation. Voilà.
parce qu'on fait des copier-coller quand on remplit Parcoursup, et après on se retrouve à présenter une lettre pour la mauvaise équipe pédagogique, et ça c'est pas toujours bien perçu. Voilà. Parmi les conseils Alors nous, je pense que l'an dernier, on a éliminé un dossier qui nous a fait une recette de crêpes au lieu d'une lettre de motivation. Voilà, des petits provoques. Je reprends peut-être, avant de prendre les dernières questions, les questions sur l'après-prépa, qui étaient aussi assez nombreuses. Pour quelqu'un qui veut être dans la finance, est-ce qu'il est préférable de prendre le parcours D2 ou ECG? Je sais pas. Je pense qu'il faut regarder l'avantage. Alors, si je prêche un peu pour ma paroisse, l'avantage d'une classe préparatoire D2, c'est que vous allez déjà, en fait, en classe préparatoire, faire des matières qui vont vous permettre de savoir si la finance, ça vous plaît. En D2, quand on regarde le volume horaire, il y a une partie gestion, finance, qui va permettre en fait de savoir si on a un goût, un appétit pour l'étude comptable, la façon d'auditer les chiffres comptables, et donc ça peut être un test. En ECG, ça reste quand même très général, alors que des deux, c'est vrai que les matières comme la microéconomie ou la gestion sont des matières qui sont pas connues par les élèves de terminale. Donc, après, les deux parcours finissent par y mener, hein, mais oui, c'est pas le même esprit de il y a filière. une spécificité éco-gestion. Nous, par exemple, on va faire les marchés des capitaux, le financement de l'économie, on va l'appréhender sous l'angle de la macroéconomie. Donc, on va avoir la façon SES, en fait, encore, hein, dans les deux, dans les ECG et dans les BL. En fait, les mathématiques financières, elles se reprennent assez bien en école de management. Donc, regardez les matières du cursus, voyez ce qui vous plaît. En fait, il y a beaucoup de voies d'accès à la finance aujourd'hui entre l'université, l'ENSAE, par exemple, l'école de la statistique, et les écoles de management. Donc, vous trouverez une voie qui vous convient, mais sur les 2 premières années, c'est important de faire des matières qu'on aime, en fait. Autre question sur l'entrée à l'EDEC. Est-ce qu'il est pareil, préférable de faire un parcours ECG ou D2? C'est peut-être un peu la même réponse. Oui, c'est une réponse similaire. Oui. Quelle serait la prépa à prioriser pour faire des bons IEP après? Alors, bon, je pense que les ECG, finalement, amènent rarement aux IEP. Peut-être parce que plus... Bon, là, j'ai quelques étudiants qui sont passés à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, mais souvent, les élèves souhaitent faire des écoles de management. Je pense que les étudiants qui passent par une AL ou une BL, souvent un petit peu plus, sont plus intéressés par les sciences politiques et la sociologie. Donc, vous ferez plus de matières en conformité avec ce qu'on fait en IEP. Et lorsqu'on cube, c'est-à-dire lorsqu'on redouble sa cagne, on peut accéder directement au master des IEP, et notamment de Sciences Po Paris. Voilà. Donc oui, c'est une voie assez stratégique, hein, pour rejoindre un bon IEP. Même si certains IEP ne recrutent plus à Bac+2, maintenant, sur le master, ils sont assez nombreux à les accueillir. Ouais. La prépa BL prépare-t-elle au concours des écoles de journalisme? Oui, on en a parlé, hein, le CELSA en particulier. Sinon, passer par la L3 et rejoindre des IEP ou même Dauphine ou il y a des cursus de journalisme à l'université qui sont aujourd'hui assez intéressants également, qui préparent au concours. Alors là, c'est en lien plutôt avec l'ESP de lycée. Alors ça, j'ai pas très bien compris quelles écoles pour l'ESP, AGG, SP et SES en terminale. J'imagine c'est plutôt quelle prépa ici. Oui. Bon, ben, c'est sûr que ça correspond à l'ECG et la BL, parce que là, ce sont des élèves qui ont un goût pour les sciences humaines et sociales. Donc, soit le CG avec de l'histoire, soit le CG avec des SES, soit la BL qui a de l'histoire et des SES. Même question pour des spécialités HLP et SES. Nous, le profil mathématique HLP, c'est une nouveauté en BL. Hein, donc, HLP, SES et mathématiques, c'est parfait en fait pour une BL, parce que
parfois ces profils, les élèves qu'on fait HLP ont un goût pour la littérature. C'est pas toujours vrai des élèves qui ont fait, par exemple, maths, physique, SES, qui sont plus scientifiques et qui peut-être de fait viennent un petit peu moins dans la BL. Donc on aime beaucoup les élèves ayant fait HLP aussi avec des SES. Voilà. Mais là, ça faudrait que ce soit HLP, SES avec mathématiques complémentaires. Les mathématiques complémentaires, voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et oui, c'est toujours le problème hein, pour de la sélection par les mathématiques. Une prépa ECG HGG permet-elle vraiment d'intégrer une filière économie-gestion comme en ENS par exemple? Ce sont les mathématiques en fait qui vont permettre l'accès au cursus d'économie-gestion. Donc je dirais plutôt oui. Alors pour moi la D2, la D2 c'est probablement la meilleure voie d'accès, hein, très sincèrement. Mais les élèves qui font en fait ECG, qui rejoignent une EL3, ils s'en sortent grâce à leur niveau de mathématiques et leurs compétences en économie. Hélène? Oui, non, mais moi j'aurais évoqué la D2, éventuellement la BL pour pouvoir rentrer à l'ENS Saclay et récupérer ensuite le parcours éco-gestion qui est commun sur quand on entre en première année à l'ENS, soit après la D2, soit après BL. ECG ne permet pas de passer les concours de l'ENS. Est-ce que les grandes écoles recrutent en fonction des parcours en prépa, notamment le choix entre maths approfondies et maths appliquées, ou aucune corrélation? Alors, non, pour l'instant, c'est tout nouveau, hein, la réforme. Donc, même la première année, les écoles ont plus recruté d'élèves ayant fait mathématiques appliquées. Et là, les dernières moutures du concours, on a 2 ans de recul seulement, montrent un équilibre entre les deux filières. Et on voit que dans les candidatures, beaucoup d'élèves se présentent sur la filière mathématiques appliquées. Il y a beaucoup de succès, notamment la plus demandée en France, c'est mathématiques appliquées et ESH. Donc oui, on réussit aussi bien par les deux filières. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Quels sont les débouchés les plus courants pour les étudiants qui ont choisi la prépa AL? L'université, je dirais, finalement, ils rejoignent des cursus universitaires. Alors évidemment, dans de très grandes prépas, mais enfin, les prépas, elles, vous pouvez avoir 2, 3, 5 normaliens par an, hein, donc ils rejoignent les écoles normales supérieures, mais c'est pas l'essentiel de l'effectif. Donc souvent, les élèves repartent soit vers des écoles de management, qui devient désormais un des débouchés assez importants hein, pour ces étudiants-là, soit évidemment ils rejoignent l'université parce que ces prépas littéraires sont vraiment très tournés vers les parcours universitaires. Ils s'en sortent très bien souvent après 2 années hein, de classe préparatoire littéraire. Beaucoup de métiers de la communication, le CELSA aussi hein, attire beaucoup les élèves qui ont fait AL. Hein. Donc c'est très varié les parcours post-classe préparatoire. Hein. Certains deviennent chanteurs et écrivains. Hein, voilà. Je reprends quelques questions débouchées après la prépa, justement. Peut-on rentrer au CELSA en L2 juste après une prépa? Oui. L3, en fait. Donc, après 2 ans de prépa. C'est après 2 ans de prépa qu'on peut rentrer au CELSA. C'est pareil, Hélène, non, en D1, en D2? Oui, c'est en L3. Donc, juste après les 2 années de prépa. Voilà. Pour faire du management hôtelier, quel est le meilleur cursus? Est-ce que vous avez une idée? N'importe quelle prépa, puisqu'en fait, vous retrouvez une école de management. Et là, vous avez une formation, il y a même des masters spécifiques, hôtellerie, restauration, dans les écoles de management. Tu vois d'autres une question voies, aussi. Ouais. Pardon, allez-y. Une question sur les débouchés après l'ENS. Quels sont les débouchés après l'ENS? Alors, la recherche. Hélène, vas-y, je te laisse répondre. La recherche, l'enseignement, c'est le point de départ en fait des ENS hein, qui préparent normalement à la haute fonction publique. Le reste de la haute fonction publique, l'ENS de Rennes par exemple, a développé depuis quelques années une filière de préparation au concours de l'École nationale de la magistrature. Et puis tout ce qui est
fonction publique d'État. Après, la plupart des ENS ont désormais ouvert aussi de nombreuses autres voies qui permettent de diversifier les parcours et de faire en fait énormément d'autres choses dès lors que vous avez sur votre CV l'étiquette ENS. Donc c'est vraiment très vaste. Oui, certains aussi retrouvent le secteur privé, hein, c'est-à-dire que parmi nos grands innovateurs en France, on a beaucoup de normaliens, ça se sait assez peu, en économie, en mathématiques et physique. Et donc là, il y a des possibilités, notamment sur le plateau de Saclay, hein, d'être engagé sur des projets avec des entreprises privées, sur des incubateurs de start-up, etc. Voilà. Donc il se passe des choses aussi dans les ENS, et pas seulement de la recherche dans des laboratoires poussiéreux. Il y a beaucoup de liens aussi avec voilà, l'innovation. Et d'ailleurs, ça peut être avant même tout en faisant votre parcours votre processus de sélection sur Parcoursup, je vous engage à aller regarder le site des écoles aussi que vous visez, que ce soit les ENS ou les écoles de management, parce que ça peut permettre aussi de construire un parcours à plus long terme, avec des filières qui sont très spécifiques et qui sont mises en avant justement sur les sites internet de ces écoles. On parlait tout à l'heure de l'ENSAI, de l'ENSAE, des ENS. N'hésitez pas à aller consulter leur site internet. D'autres questions plutôt sur la sélection en prépa. Si vous ne regardez pas la moyenne de la classe, comment pouvez-vous connaître le rang de l'élève? Parce qu'on l'a. Mais voilà, c'est une donnée sur Parcoursup. On a mais le on rang, l'a par matière, en fait. On l'a pas sur la moyenne générale. La moyenne en première est-elle regardée? Oui. Oui, c'est discuté. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on la regarde assez peu. Ça dépend des classes. Disons que, enfin, parfois, quand il y a eu un accident au bac français, on va voir un petit peu le contrôle continu pour voir si c'est un problème. Mais on sait que les élèves progressent entre la première et la terminale. Donc, si le début de première a été un petit peu chaotique, voilà, on comprend qu'il puisse y avoir un petit retard à l'allumage. Voilà. Donc oui, parfois. Pas de réponse claire, ça peut dépendre des politiques d'établissement. Je pense qu'une élève demande comment on connaît son rang dans la classe, du coup. Vous le voyez, mais comment pouvons-nous le voir, ça Sur Pronote. Ouais. Sur Pronote, il apparaît? Je crois que c'est un paramétrage propre à chacun des lycées. Ah ouais, peut-être aux établissements. Ouais. Autre question? Oui, pardon, Stéphanie. Après, on peut aller chercher assez loin dans les rangs. Il ne faut pas être trop stressé par rapport à ça. Oui, c'est vrai que quand on regarde par exemple, je vois que certains demandaient à Janson-Sailly en ECG comment on sélectionne. À Janson-Sailly, les 400, 500 premiers dossiers sont excellentissimes, mais ils ne viennent pas tous à Janson. Ils vont se répartir sur d'autres classes préparatoires. Donc, quand on va chercher dans des filières jusqu'au millième élève, le millième, il peut être huitième dans sa classe, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis de patienter. Ça met du temps. Et d'ailleurs, le Parcoursup mouline beaucoup les 3 premières semaines parce que les établissements appellent beaucoup d'élèves le premier jour et on attend qu'ils aient répondu avant d'appeler des élèves suivants. Donc, sachez que ça peut ne pas bouger pendant plusieurs semaines. Donc, n'abandonnez pas nécessairement vos vœux. Quelqu'un dit qu'il apparaît sur la fiche à venir, apparemment. Peut-on intégrer le classement, j'entends. Peut-on intégrer une bonne prépa ECG en ayant suivi une filière Cambridge et une classe euro en première et terminale? Oui, il n'y a pas de raison. Vous l'avez un peu évoqué déjà. Ouais. Oui, c'est plutôt un atout. Y a-t-il des cours de géopolitique, de sciences politiques en D1 ou en BL? Vas-y, Hélène. Alors, 2 questions différentes. En D1, en fait, on a une partie des cours qui s'appelle approfondissement méthodologique et qui est en fait une préparation à l'entretien de culture générale de l'ENS. Et là encore, en fonction des ressources humaines propres à chaque lycée et des partenariats aussi propres à chaque lycée avec leurs universités de rattachement, il peut y avoir des cours qui ont cette thématique-là au programme, mais c'est vraiment quelque chose qui est qui est pas fixé.
Moi, j'apporte une réponse pour la BL. En fait, en BL, ma collègue géographe dit toujours, ça n'existe pas, la géopolitique. Soit c'est de la science politique, et dans ce cas-là, c'est enseigné en SES, soit vous faites de la géographie. Le parcours le plus teinté géopolitique, c'est celui d'HGG en ECG. Voilà, et c'est quand même avant tout de l'histoire économique. Alors après, c'est sûr que les thématiques de géopolitique, nous, on est amené à les intégrer de plus en plus à nos cours. Hein. On revient à des formes de capitalisme, d'extraction de ressources. Donc, on l'intègre aussi de plus en plus aux enseignements d'économie. C'est difficile de faire abstraction de ça. Donc, ça sera plus dans le champ ou de l'économie ou de la science politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, plein de questions plus en désordre. Il y avait une question, où peut-on retrouver la cartographie de AL et BL? Emmanuel a répondu dans le chat, mais peut-être pour le redire ici, donc c'est accessible sur Parcoursup. Alors, la cartographie que j'ai mise tout à l'heure. En fait, il y avait aussi une question sur l'accès à au diaporama. Donc, je vous propose de vous l'envoyer là dans le chat. Si oui, c'est une bonne idée. Intervenants sont d'accord. Je cherche le lien pour les prépas littéraires. Je vais le mettre dans le chat. Hop. Donc, je vous ai mis dans le chat aussi un lien pour pouvoir télécharger le diaporama. Comme ça, vous y avez accès. J'enchaîne avec quelques autres questions. N'hésitez pas à remettre vos questions dans le chat si j'en ai manqué certaines. La D1 permet-elle d'accéder aux IEP? Je crois qu'on y a répondu. Les cursus Euro et ZABAC sont valorisés. Quelle est la valorisation d'un cursus classique dans un lycée français de l'étranger? On les connaît bien. Moi, j'ai enseigné 13 ans dans mon parcours, donc je connais bien les lycées français de l'étranger. Ils sont... Alors voilà, donc ils sont pris, et notamment dans des établissements, ils postulent souvent, je vois à Janson-Saïve, dans des grands établissements comme ça, mais les enseignants les connaissent, le cursus est le même. Alors parfois, bon voilà, c'est vrai que les notations peuvent être un petit peu élevées dans les parcours d'élèves de lycée français à l'étranger, donc il y a parfois des surprises de niveau au départ, mais voilà, le rattrapage se fait. Tout dépend des établissements en fait. Mais ils sont toujours bienvenus et accueillis avec un bonus en général section internationale. Et peut-on citer cette visioconférence dans nos lettres de motivation? Hélène? En fait, dans les lettres de motivation, ce qui est important, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, il faut y mettre du cœur. Et du cœur, c'est aussi montrer qu'on s'est renseigné. Alors, ça fait partie des choses qui vous ont permis de vous renseigner, mais voilà. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas? Les partenariats avec les universités en prépa ECG sont-ils valables aussi pour les prépas ECG privés type IPSUP? Alors, IPSUP, c'est pas du privé sous contrat. Hein. Donc, c'est une classe préparatoire qui prépare très spécifiquement. Enfin, moi, je me dis, pourquoi aller faire une prépa privée payante lorsqu'on a d'excellentes prépas publiques? Voilà, il y a beaucoup de marketing autour de ces classes préparatoires et finalement, on n'a pas la même vie d'étudiant qu'on peut avoir dans les classes prépa publiques qui en sont entourées d'autres élèves en classe préparatoire. Donc, mieux vaut tenter une prépa publique et puis aviser après, hein, ultérieurement, peut-être pour redoubler une deuxième année. Hein, mais quand on peut faire ça dans le cursus public, il me semble que c'est dommage de le faire autrement. Mais bon, c'est un choix personnel. Je crois que j'arrive à peu près au bout des questions. Il y a encore beaucoup de questions sur les maths. L'aspect maths est-elle obligatoire? Moi, je repasse une couche peut-être. Moi, j'ai vu, en fait. Je pense, je répète donc, pour ces classes préparatoires, il faut absolument avoir suivi les mathématiques, la spécialité mathématiques en première. Idéalement en terminale. Mais les élèves ayant fait maths complémentaires sont bienvenus dans ces formations. Ils sont nombreux à l'être, surtout sur des parcours maths appliqués en ECG. En BL, ils sont accueillis. Et Hélène, ils le sont aussi, bien sûr, en D2. Tu peux dire un mot sur la D1? Et en D1, enfin, ouais.
En D1, il faut la spécialité aussi. Hein. Non, en D1, en fait, les lycées ne proposent pas tous l'option maths, puisqu'il y a D'accord. aussi au concours droit commercial ou droit public. Donc, en fait, si vous choisissez un lycée qui prépare pas à l'option maths, il n'y a même pas besoin d'avoir la spécialité maths. Voilà, Si donc il vous y a 2 choisissez un lycée filières. qui prépare à l'option maths, c'est important. Ouais. Et en D2, comme tu le disais, au moins en première. Et donc les 2 classes préparatoires qui ne nécessitent pas vraiment de mathématiques, ce sont donc la D1 et la AL. Oui, voilà. c'est ça. Donc ceux qui n'ont pas pris cette spécialité et qui le regrettent, vous pouvez quand même accéder aux écoles de management, à des formations sélectives par ces 2 voies. AL donc et D1. Spé maths en première sans avoir pris maths complémentaires en terminale, c'est bloquant. Pas nécessairement, tout dépend de la sélectivité de la classe préparatoire. Donc là, il faut oser demander. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cette visio. On va essayer de prendre les dernières questions. Pour la fac de droit, je vois peut-être Amandine. Ouais. Donc évidemment, c'est la D1 la plus adaptée pour une fac de droit. Et puis maintenant, nous, les élèves arrivent à intégrer des cursus éco-droit à l'université après la BL. Pour la AL, je ne suis pas certaine que ça se fasse fréquemment, le passage en cursus droit. Et le passage en éco-droit est possible aussi après une D1, à condition, là, pour le coup, par contre, d'avoir fait maths en D1. Combien d'élèves en moyenne par classe en BL? Mais on peut poser la question pour les autres classes, peut-être. Alors, j'ai répondu dans le chat, j'ai mis 48, généralement, les classes de prépa. Ouais, c'est partout pareil. Alors après, il y a des classes prépa qui ne remplissent pas. Donc, ils sont à 25. Hein. C'est ce qui fait la caractéristique des classes préparatoires de proximité sur l'ensemble du territoire. Et là, vraiment, en général, les élèves retrouvent une structure très familiale. Ils sont très encadrés. Ceci dit, on les encadre à 48 aussi, hein, mais voilà, c'est certain que ce sont des atmosphères de classe qui peuvent être aussi très agréables dans des petites classes préparatoires. Des questions pour pouvoir revisionner cette visio. On en reparlera après, éventuellement, on pourra vous faire passer un lien de la même manière que vous avez été informés par la tenue de cette visio aujourd'hui, donc par les enseignantes de SES. On pourra faire le point. On arrive déjà à 11h30, peut-être qu'on prend les 2 dernières questions. Pourquoi choisir une classe prépa et pas une licence directement? Une question assez générale. Tu commences, Hélène? Pour les spécificités des classes préparatoires, on a commencé la visio par ça, Stéphanie, tout à l'heure, qui disait que en classe préparatoire, on est des petits groupes, on est dans une formation qui est multidisciplinaire, avec des méthodes de travail et des méthodes d'organisation qui sont un petit peu différentes de celles de la faculté et qui permettent d'apprendre beaucoup aussi sur la façon de travailler autant que sur le contenu. Je dirais ça, moi, rapidement. Oui, c'est effectivement plus individualisé que l'université. Et puis surtout, ça vous permet de réfléchir encore à votre formation, puisqu'on garde un cursus très pluridisciplinaire. Quand vous allez à l'université, vous avez déjà éliminé des matières qui sont dans les cursus de la classe préparatoire. Et donc, évidemment, en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans vos envies, et rentrer, je dirais, approfondir les matières vous permet de voir vraiment ce que vous aimez. Peut-être une dernière question un peu spécifique, plus une remarque pour moi. J'ai été en immersion en prépa D1. On m'a dit que pour faire un IEP, il vaut mieux privilégier une prépa littéraire. Voilà. Je pense qu'ils demandent de moins, en fait, Hélène. C'est plus peut-être qu'ils s'y préparent moins, ils sont moins nombreux à vouloir faire un IEP, c'est ça, oui, par rapport à oui, peut-être, mais c'est pas. En fait, il n'y a rien d'incompatible. Ça dépend aussi du profil qu'on veut donner, de la coloration qu'on veut donner à son parcours avant d'intégrer éventuellement un IEP. Il n'y a pas de. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, Stéphanie, les 2 premières années, particulièrement en prépa, elles sont quand même très intenses.
Et donc, l'idée, c'est d'être dans la classe préparatoire qui correspond le mieux à nos aspirations en termes de matière. Allez, je prends les 3 dernières questions. Après ça, j'arrête. Quel temps de trajet maximum pour aller en CPGE, à partir duquel il faut penser à aller plutôt en internat? 40 minutes. 40 minutes, je réponds. C'est clair. Les classes préparatoires, pardon, Hélène, pareil? Oui? Oui, non, je suis d'accord. Les classes prépa AL ou D1 sont-elles compatibles avec des études dans le domaine des relations internationales? Oui. Et enfin, faut-il passer le TOEIC pour justifier de son niveau en L1? Non. On n'a pas de case précochée dans Parcoursup. On fait confiance à nos... Ouais, on fait confiance à nos collègues du Prébac. Eh ben, c'est bien d'entendre. Merci beaucoup, Hélène et Stéphanie. Juste peut-être Amandine sur les appréciations, justement. Oui. Parce qu'en fait, nous, on se fie beaucoup à la fiche à venir. C'est très important ce que nous disent les collègues du secondaire, puisqu'on parle de ça. Et quand on voit, en fait, voilà, même des élèves qui sont pas toujours exceptionnellement placés dans la classe sur certaines disciplines et que les enseignants nous décrivent un élève qui a du potentiel, qui est très agréable, qui a des qualités humaines, eh bien ça peut aussi compenser, très sincèrement, un classement parfois un petit peu moins performant dans une ou quelques disciplines. Donc oui, c'est lu, et puis ça c'est vraiment le travail majeur de nos collègues de terminale et de première, hein, surtout de terminale. Donc ouais, je le souligne quand même, on en a finalement assez peu parlé. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et ben, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et tous. Bon week-end à tout le monde. Et bon courage aux élèves qui sont là pour les vœux Parcoursup. Merci beaucoup. Bon courage, ça se passera bien. Merci.